Jusqu'où ira ce bras de fer entre le gouvernement camerounais et les enseignants réunis au sein du mouvement OTS? Du 9 au 13 octobre 2023 prochain, un nouvel arrêt total d'activité pédagogique et d'encadrement est annoncé par l'intersyndicale, sans doute le reflet de l'échec des négociations tenues jusqu'ici entre l'État et les syndicalistes. Parlant justement de syndicalistes, le porte-parole de l'intersyndicale pour le littoral est l'invité de ce dimanche. Avec lui, nous analyserons les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux revendications des enseignants tout en cherchant à comprendre la position des seniors de la CRE, celle-là qui juge insuffisante l'action de l'État. Par conséquent, ne semble reculer devant rien pour se faire entendre. Mesdames et messieurs, le Grand 7, c'est votre rétrospective de l'actualité sur Dash News. A tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de la semaine. Vous avez compris, vous l'avez compris, c'est l'instant Round-Up. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité africaine. Nous démarrons en économie. Le Forum d'affaires Cameroun-Turquie s'est ouvert cette semaine dans la capitale économique du Cameroun, présidé par Luc Magloire Mbarka Tangna, ministre du Commerce. Un événement qui a regroupé plus d'une vingtaine d'entreprises turques et de nombreux opérateurs économiques du Cameroun, avec la présence du gouverneur de la région du littoral. L'objectif de cette rencontre est de nouer des partenariats socio-économiques gagnant-gagnant. On a également parlé de développement des petites et moyennes entreprises. L'agence de promotion des PME a accrédité une vingtaine de prestataires des services non financiers pour abaisser le poids financier auprès des entrepreneurs. Les PME du secteur agricole et agroalimentaire ne paieront désormais que 10% du coût d'un service non financier auprès de ces prestataires agréés dans le but d'accélérer leur développement. Toujours en économie, la société financière des caoutchoucs, la Socfin, devra payer 91,9 millions de francs CFA à 145 villageois de Kribi dans la région du Sud au titre des dommages et intérêts du fait des activités de sa filiale camerounaise Socapalm. Le verdict a été rendu cette semaine par le tribunal de grande instance de Nanterre à Paris. Cette décision constitue une autre étape de la longue procédure qui met en cause le géant français au Cameroun. En éducation, cette semaine a marqué la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Les seigneurs de la CRE du Cameroun, qui ne décolèrent pas, dans leur mot d'ordre de grève du 4 octobre dernier, les syndicats de l'éducation ont annoncé un arrêt total des activités pédagogiques dès le 9 octobre prochain sur l'ensemble du territoire. La décision a fait suite à l'absence de compromis entre les syndicats et le gouvernement camerounais. Et on a parlé également de l'aménagement de la ville de Douala. Comment comprendre les transactions financières dans le département du Vouri? Une question à laquelle a répondu cette semaine la mairie de la ville au travers d'un atelier de sensibilisation. L'exercice visait principalement à comprendre les contours du droit de préemption. Tourisme au Cameroun a également fait l'actualité cette semaine. Les activités touristiques dans la région du Nord a généré des recettes d'une valeur de 42 millions de francs CFA entre janvier et avril 2023. Le chiffre a été révélé par Lot Foka, président du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie et du tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Hors du Cameroun, cette fois, en République démocratique du Congo, le président sortant Félix Tshisekedi a été officiellement investi candidat de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir pour l'élection présidentielle de décembre 2023. À l'unanimité des membres de la coalition politique qu'il dirige, il a été plébiscité au cours d'une grande manifestation à Kinshasa cette semaine. En Ouganda, par contre, l'opposition Bobi Wine a été arrêtée cette semaine à son retour par des agents de la sécurité ougandaise qui attendaient l'ex-chanteur à son atterrissage à l'aéroport.
Le dirigeant du principal parti d'opposition dans le pays a été donc une nouvelle fois arrêté alors qu'il revenait d'une tournée à l'étranger au moment où ses partisans annoncent sa participation à la prochaine élection présidentielle de 2026. Au Sénégal, Ousmane Sonko saisit la Cour suprême après sa radiation du fichier électoral alors qu'on se rapproche de l'élection présidentielle de février 2024. Ses avocats ont tenté de le rétablir dans ses droits une nouvelle fois cette semaine. En République démocratique du Congo, l'opposant ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, se lance dans la course à la présidentielle. Il va se présenter à l'élection présidentielle prévue en décembre. L'annonce a été faite par son parti Ensemble pour la République cette semaine. En Afrique, les femmes entrepreneurs d'Afrique centrale se sont réunies cette semaine à l'occasion de la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat féminin. L'objectif de la rencontre était d'implémenter l'intégration économique à travers la ZLECAf pour l'autonomisation financière de la femme. Et puis en sport, le basketteur camerounais Joel Embiid a fait son choix cette semaine de la sélection nationale pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le MVP de la NBA a renoncé à la France et au Cameroun. Il défendra les couleurs des États-Unis. En optant pour la team USC, le natif de Yaoundé a donc rejoint une liste de superstars de la NBA qui ont fait part de leur intention de participer aux Jeux olympiques. Et voilà qui clôture ce round-up de l'actualité cette semaine. À bientôt. Merci Marie Bandongo pour ce round-up de l'actualité. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Raoul Lemopi, porte-parole de l'intersyndicale pour le littoral. Bonjour Raoul. Bonjour madame et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bon dimanche, n'est-ce pas, à tous les camarades qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors on parle du mouvement observé au sein de la communauté éducative. Alors que c'est célébré ce 5 octobre, la journée mondiale des enseignants. Les seigneurs de la craie du Cameroun ne décolèrent pas, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants. Dans son mot d'ordre de grève du 4 octobre dernier, l'intersyndicale de l'éducation annonce un arrêt total des activités pédagogiques dès demain sur l'ensemble du territoire national. La décision fait suite à l'absence de compromis entre ces derniers et le gouvernement. On fait le point avec Serge Métran ici et Larissa Libom. La grogne persiste au sein du corps des enseignants et la tension n'est pas prête de tomber de sitôt. Le mot d'ordre de grève, annoncé pour le 9 octobre prochain, concerne le personnel de la maternelle, du primaire et du secondaire. Selon la note de l'intersyndicale du 4 octobre, un arrêt total des activités pédagogiques et d'encadrement sera observé du 9 au 13 octobre prochain. Durant cette période, les enseignants sont appelés à rester chez eux et les parents doivent retenir les enfants à la maison. Tout en prescrivant plus d'attention au suivi de la situation, l'intersyndicale invite ses membres à rester attentifs aux prochaines communications relatives aux actions qui leur seront annoncées pour la suite en fonction des tractations avec le gouvernement. Le mot d'ordre de grève ne peut être suspendu, arrêté ou même modifié que par l'intersyndicale, peut-on lire. Il faut rappeler que cette décision fait suite à l'évaluation par les enseignants des réponses du gouvernement à leurs revendications faites dans le préavis de grève du 18 septembre dernier et qui malheureusement n'avaient pas trouvé de solution concrète. Hymne national, défilé, discours. La fête des enseignants, le 5 octobre 2023 dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun, s'est déroulée dans un décor assez particulier. Chamberlain Touandong, le préfet de cette localité, a profité de l'occasion pour exhorter les parents à mettre toutes les chances de leur côté pour l'avenir de leurs enfants. Nous avons constaté avec beaucoup de joie que, après près de 5 ans sans célébration, nos enseignants sont sortis comme un seul homme pour célébrer leur fête, pour célébrer leur succès et pour célébrer nos enfants qui les encadrent.
Dans cette optique, je vais saisir l'opportunité offerte pour dire sincèrement merci et félicitations à tous mes délégués départementaux, à savoir celui de l'enseignement secondaire, celle de l'éducation de base et celui de vocational training. Donc dans l'ensemble, c'est un travail merveilleux qui a été fait et nous avons donc eu les résultats que nous célébrons aujourd'hui. Ceux qui sont encore en brousse, qui sont des élèves, nous leur demandons de déposer les armes, de rejoindre, retrouver le chemin de l'école pour permettre à leur avenir d'être garanti. Considérant la place de l'enseignant dans la société, Béatrice Mukwele Balemba a appelé le gouvernement à se pencher sur le sort des maîtres de la craie. Les autorités ont également regretté la situation de nombreux enseignants sans emploi dans cette partie du pays. Merci Larissa Librom et Serge Bertrand ici pour ce point. Alors Raoul Lemopi, on vient de le voir, les enseignants sont sur le pied de guerre. On aimerait revenir sur ce que veulent véritablement, ces enseignants de manière concrète. Alors, vous savez que depuis l'année dernière, les enseignants ont formulé 26 éléments de revendication à l'endroit de l'État du Cameroun. Bon, plusieurs membres du gouvernement ont estimé que les enseignants devraient trouver le juste minimum à l'effet de permettre à l'État de se penser véritablement sur la question. Au nombre de ce juste minimum, il y avait le paiement des avancements des enseignants, la signature du statut, la signature du statut particulier, le statut du décret d'application de ce statut particulier. Il y avait l'organisation du Forum national de l'éducation. Alors, nous nous sommes rendus compte que pour l'année dernière, l'État du Cameroun a mis à jour les avancements chez la quasi-totalité des enseignants, il faut le dire. À côté de cela, il y avait la question des 2 tiers. L'État du Cameroun, je peux dire qu'aujourd'hui, parce que la quasi-totalité, bien sûr, on n'a pas tout payé, on n'a pas tout ramené à la totalité des salaires, mais quand même la quasi-totalité, les enseignants ont pu avoir, ont vu leur salaire être complété. Ce qui se passe donc, c'est que pendant ces négociations d'année dernière, on nous avait demandé de lever le mot d'ordre de grève pour éviter, n'est-ce pas, l'hypothèse d'une année blanche. Arguant par exemple que nous devons faire preuve de bonne foi en continuant les enseignements, en évaluant les élèves, en corrigeant leurs copies, en promulguant les résultats. Ce que nous avons exactement fait. La contrepartie de cela, c'est que l'État devait payer nos rappels des avancements au mois d'août 2023. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que vers la fin du mois de juin 2023, l'État du Cameroun rend public un document qui étale les paiements de ce rappel-là jusqu'à l'année 2025, décembre 2025. Les enseignants se sont rendus à l'évidence qu'il s'agit véritablement d'une solde de supercherie et pour laquelle il fallait définitivement, n'est-ce pas, se liguer. Mais vous en êtes où véritablement? Les négociations se situent à quel niveau véritablement, Monsieur Lemopi? Actuellement, les enseignants revendiquent 3 choses et qui sont claires. Première chose, le paiement intégral et sans délai des rappels des avancements. 2, la signature du statut revisé du décret d'application et du décret d'application de notre statut particulier. 3, l'organisation d'un forum national de l'éducation. Voilà les 3 choses que les enseignants demandent maintenant. Si rien n'est fait, les revendications portées devant le gouvernement. Portées devant le gouvernement. Et j'ai rappelé cela au gouverneur de la région du littoral. Je n'ai pas eu besoin de mettre les gants pour lui faire comprendre que voilà où on se trouve. Et surtout que, il faut qu'on le dise très bien, dans les négociations, on parle de compromis. C'est-à-dire que lorsqu'un camp décide de faire des concessions, un autre camp doit se faire des concessions. Je vous donne 2 éléments pour étayer un peu ce que j'ai dit. Allez-y. Les enseignants ont ouvert la porte au dialogue.
même les plus téméraires, ont accepté de prendre part au dialogue. Aujourd'hui, vous ne voulez plus dialoguer. Ils ont fait des suggestions à l'État quand l'État avançait l'argument de la sécheresse des caisses. N'est-ce pas? Nous leur avons dit, ok, vous dites que vous n'avez pas l'argent pour l'instant, mais vous voyez vous-même que 18 mois pour payer une dette qui date pour certaines de 1980, c'est-à-dire 43 ans. Ce n'est pas normal. On peut comprendre qu'en 6 mois, vous fassiez les sacrifices pour libérer tout le monde. Surtout que chaque mois qui passe, c'est un élément de la dette qui augmente parce que les enseignants avancent chaque mois. Alors, quand par exemple, nous proposons au gouvernement, n'est-ce pas, 6 mois pour solder cette dette, mais le bon sens aurait peut-être voulu qu'il nous dise, oui, vous avez proposé 6 mois, peut-être l'État de caisse ne nous permet pas de faire ça en 6 mois, accordez-nous par exemple 2 mois supplémentaires, c'est-à-dire en 8 mois, on coffre tout. Vous voyez, rien n'est fait dans ce sens. On se surprend plutôt dans une communication gouvernementale au cours de laquelle tous les ministres, excepté la ministre de l'enseignement secondaire, parce qu'il faut bien le dire, tous les ministres qui ont pris part à cette communication gouvernementale ont passé le temps à rappeler ce qu'ils ont fait en 2022. Or, nous ne sommes plus en 2022. On se comprend? Et parlant de l'organisation d'un forum national de l'éducation, où les questions des contenus d'enseignement devraient être discutées, parce que je n'apprends rien à vos téléspectateurs, il faut qu'on le dise très bien. C'est l'Institut national de la statistique, l'INS, en 2018, qui a rendu un rapport dans lequel il a clairement dit qu'il existe comme une inadéquation entre les contenus de formation et le taux de pénétration professionnelle des produits de l'école. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que les enseignements que nous dispensons à nos enfants aujourd'hui ne permettent pas à ces enfants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi parce que, il faut le dire clairement. Est-ce que le lien peut être établi entre la situation des enseignants actuellement et ce que vous dispensez à l'école, puisque c'est tout un système pédagogique qui est mis en place depuis des années? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous-même comprenez que c'est un problème structurel. C'est-à-dire, au-delà de ce que les enseignants sont démotivés, il y a aussi que les produits de l'école camerounaise, n'est-ce pas, ne sont pas compétitifs sur le marché de l'emploi. Pourquoi? Je vais vous donner des indicateurs simples. Je reste dans le rapport de l'INS. L'INS dit clairement que 47% des chefs d'entreprise au Cameroun n'ont pas le niveau du secondaire. C'est-à-dire n'ont pas un diplôme du secondaire. On se fait bien comprendre. La faute aux enseignants qui dispensent... Non, la faute d'abord a un problème structurel. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit plutôt que si 47% des chefs d'entreprise au Cameroun n'ont pas les diplômes du secondaire, c'est-à-dire ne sont pas les produits du secondaire, et seuls 7% de ces chefs d'entreprise sont les diplômés du supérieur, on va donc comprendre que plus on forme les enfants pour délivrer les diplômes, n'est-ce pas, moins ces enfants formés sont capables d'entreprendre. Ça veut dire, et concrètement, donc, la capacité entrepreneuriale décroît avec la formation professionnelle, avec la formation intellectuelle. Ça veut dire qu'il y a donc un problème dans la formation des enfants à la base. Et ajouter donc à cela, n'est-ce pas, le fait que les enseignants soient démotivés à cause des conditions de travail précaires, il revient donc à l'État. S'il veut considérer ou bien s'il croit encore que l'école peut être un instrument de développement au service même d'abord des Camerounais, de questionner les contenus d'enseignement, puisqu'il y a aussi une autre réalité. L'INS dit que 62% des travailleurs camerounais, n'est-ce pas, sortis du supérieur, ne font pas dans ce qu'ils ont été formés à la base. C'est tout autre chose. Vous voyez, c'est toujours pour dire quoi? C'est toujours pour dire que le système éducatif camerounais est fortement malade. Et c'est ce que nous décrions. Puisque certains parents, vous savez, quand on a commencé la grève en 2016, certains parents ont dit, bon, vous ne discutez que pour votre argent, pour l'amélioration de vos conditions de travail. Mais on leur a dit non. Il y a le gros du problème là. Le gros du problème sur le Forum national de l'éducation. Mais quand un parent envoie son enfant à l'école, mais vous savez d'abord que c'est un investissement. Au moins un tiers des revenus de famille, ça va dans quoi? Va dans l'éducation. Vous savez ça, je vous apprendrai.
Il y a ce que vous financez pour vous, mais pour vos propres enfants. Il y a ce que vous envoyez à une tante, un oncle, un cousin, n'est-ce pas? Donc, si c'est un investissement, ça veut dire qu'en retour, on attend, n'est-ce pas, une plus-value de cet investissement, un retour sur investissement. Mais d'où vient-il que, après avoir longuement investi, que celui qui est allé à l'école, après avoir obtenu tous ses diplômes, retourne s'asseoir au quartier avec des gens, n'est-ce pas, qui ont choisi de ne pas aller à l'école? Il y a donc un problème de fond. Vous avez embrayé sur une question que j'avais l'intention de vous poser, celle de savoir quelles sont les répercussions de ces contestations interminables sur l'apprentissage de ces élèves. J'ai dit au gouverneur de la région du littoral, quand je lui remettais mon allocution, que l'État gagnerait, qu'il répercute ce message aux membres du gouvernement. L'État gagnerait à ne pas habituer les enseignants à la grève. Parce que si les enseignants prennent goût à la grève, pour un moins de rien, ils vont seulement faire grève. Et ce ne sera pas à l'avantage de nos enfants, de nous-mêmes, de la République qu'on veut construire. Tout à fait. Je vais vous dire quelque chose. Il y a aussi un problème. Le problème, n'est-ce pas, du conflit générationnel. L'État du Cameroun continue à croire que les enseignants qu'on a aujourd'hui dans les salles de classe sont les enseignants d'autrefois. Mais ils sont en majorité des jeunes qui ont des aspirations pour leur propre survie, n'est-ce pas, pour leur propre existence. Vous pensez que quand vous dites que vous voulez soudoyer les enseignants tous les jours, n'est-ce pas, on sert la sauce du patriotisme, bon, vous êtes les patriotes d'aller enseigner. Vous croyez qu'un enfant dont les parents ont financé la formation, et dont on attend un retour aussi sur l'investissement, c'est ce que je vous ai dit. Effectivement. Pensez qu'un enfant, vous allez venir lui dire, vous avez enseigné, on ne paye pas vos avancements, on ne paye pas votre salaire, mais enseigner dans l'espoir que le Saint-Esprit va frapper le cœur de nos gouvernants et ils vont venir payer. Non. Ces jeunes collègues savent clairement que l'enseignement est un métier comme tous les autres métiers. Et comme c'est un métier, chacun doit vivre des fruits de son métier. C'est-à-dire que tu travailles, on te paye. Si on a prévu les avancements, on paye tes avancements. Parce que le métier, pas que vous entrez construire une maison. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de gravier. L'entreprise qui va vous livrer le gravier, pas vous livrer le gravier, vous n'allez pas payer. Parce que c'est une entreprise, donc vous allez payer. C'est la même chose. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que le sacerdoce est, n'est-ce pas, une exclusivité de la profession d'enseignant. N'est-ce pas? Ou bien de la profession de journaliste. Vous devez vivre de votre métier. Effectivement. Mais pourquoi vous nous refusez de vivre de notre métier? Nous disons non. Et j'ai dit au gouverneur que c'est quelque chose de très grave. Il doit faire très attention. Parce que les jeunes garçons là, qui enseignent là, vous allez vous placer pour leur parler de la vocation. Vous allez vous placer pour parler du sacerdoce. Vous pensez qu'à la fin du mois, quand les factures arrivent, vous allez marcher, vous présenter, n'est-ce pas, les propos des membres du gouvernement, que c'est le sacerdoce, et puis on vous sait les articles dont vous avez besoin. Raoul Lemopi, vous avez parlé des autres secteurs d'activité au Cameroun. J'aimerais bien vous le dire. Depuis des années, aujourd'hui, le secteur de l'éducation, vous avez parlé de 2016. Depuis des années, le système, la communauté éducative est en proie à des crises récurrentes, on va le dire ainsi. Seulement, ce n'est certainement pas le seul secteur d'activité qui, aujourd'hui, au Cameroun, demande à être changé, avoir de meilleures conditions de travail. On a par exemple le système de santé, les médecins qui chaque jour, on a pu le voir, sont également, c'est ce qui est également ce corps de métier qui a organisé plusieurs fois des mouvements comme ceux qu'on voit aujourd'hui au sein de la communauté éducative. Alors j'aimerais vous poser la question, est-ce que le gouvernement fonctionne-t-il encore par priorité? Parce que lorsqu'on parle de médecine, on parle d'enseignants, ce sont quand même là des secteurs clés pour le développement ou pour le bien-être d'un pays, sans toutefois vouloir léser les autres secteurs d'activité, bien évidemment. Alors quand vous me parlez des médecins et vous voulez rapprocher cela des sports enseignants, ça me fait un peu rire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et je le dis, gloire en regardant votre camarade, n'est-ce pas? Le gouvernement camerounais déteste les enseignants. Non seulement il déteste les enseignants. Vous ne pouvez pas le dire, Raoul. Je vous dis que le gouvernement camerounais déteste les enseignants. Le gouvernement camerounais déteste les élèves. Et la réalité sur le terrain contraste avec ce qui est écrit dans notre constitution. Vous comprenez? Quand vous lisez n'est-ce pas, notre constitution, même la loi d'orientation, n'est-ce pas, de 98, c'est clair à l'intérieur. Article 2.
l'éducation constitue une grande priorité de l'État, n'est-ce pas? Mais au même moment, l'État ne construit pas les salles de classe. Je vous prends un cas simple. Moi, je suis professeur au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. D'accord? Moi, j'enseigne depuis 19 ans. Hein? Je suis arrivé au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, j'ai constaté que ce lycée-là a été construit, bon, à l'époque CS, en 1991, n'est-ce pas? Entre 1991 et 2023, ça fait 32 ans. En 32 ans, l'État du Cameroun a construit 4 salles de classe et un bloc administratif. Ce lycée actuellement a 82 salles de classe. Selon nous, qui aiment les enfants, c'est les parents d'enfants. Les parents d'élèves ont construit 78 salles de classe. L'État en a construit 4. Vous comprenez? Vous avez constamment diffusé les reportages sur votre chaîne, n'est-ce pas? Dans les zones d'éducation prioritaires. Prenons le cas de l'Est. Est-ce que c'est concevable que dans la région forestière, on dit qu'il y a le bois, les enfants suivent les cours, même le sol? Ce n'est pas surréaliste? Est-ce que ce n'est pas surréaliste? Regardez le Grand Nord. Vous allez nous dire que ça, c'est, n'est-ce pas, le comportement des gens qui aiment les enfants, qui aiment l'école. Mais c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose qui est clair. Vous savez que quand je pense un peu à l'école, je me dis, je n'ai jamais vu un enseignant, du haut de mes 19 ans aujourd'hui, comme enseignant de terrain. Je n'ai jamais vu un enseignant qui, avant de porter la date au tableau, le matin, demande à chaque élève de cotiser 500 francs. N'est-ce pas? Vous comprenez de quoi je veux parler? Ou bien, qu'avant de porter la date au tableau, il demande, n'est-ce pas, qu'au-delà de la pension que tu as payée, il y a quelque chose que tu dois payer à l'enseignant, qui est un peu comme le médecin de ta santé intellectuelle. C'est tout à fait logique. Voilà, il ne paye pas, n'est-ce pas? On ne nous paye rien, n'est-ce pas? Puisque quand l'enfant a payé sa pension, d'accord, nous sommes appelés à lui dispenser les enseignements dont il a besoin. Effectivement. Est-ce que les enseignants, pour porter la date au tableau, demandent aux enfants, chacun, de payer 100 francs, 200 francs? Non, de manière logique. Alors, vous avez des administrations aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est les rapports de la CONAM, ce n'est pas les rapports de l'EMOPI. Ces administrations ont été classées depuis au moins 15 ans au Cameroun, dans le top 10 des administrations les plus corrompues. Il y en a même pour qui, quand vous arrivez, même pour saluer un personnel, on vous dit déjà combien ça vaut. Tu comprends? On se comprend. Donc ils peuvent bien, n'est-ce pas, ne pas pleurer leur deuil, mais qui n'interdisent pas aux autres de pleurer le leur. C'est clair? Nous pleurons notre deuil. Que les autres soient satisfaits dans le secteur d'activité, c'est leur problème. Il n'y a personne chez moi qui est médecin. Quelques-uns sont infirmiers. Il n'y a personne chez moi qui est policier. Mon père était gendarme. Il faudrait qu'on soit clair, hein, oui. J'ai parlé de ces autres secteurs d'activité qui sont en proie également à des crises, qui font des revendications, sans toutefois faire un lien direct entre les revendications des enseignants et ceux des médecins qu'on voit, qu'on a déjà vu par le passé. Mais indirectement, c'est le gardien de notre présence ici. Hein? Vous avez par exemple me dit que, de vous à moi, si vous avez un problème, n'est-ce pas, qui vous préoccupe, vous allez essayer de chercher dans votre environnement les gens qui ont eu les mêmes problèmes et n'ont rien fait. Et là, pour rester tranquille et dire que bon, les autres n'ont rien fait, moi aussi je ne fais rien. C'est pas vrai. À votre niveau, c'est vous-même qui sentez le problème, qui vous taraude l'esprit. Vous développez vos propres stratégies pour que ceux qui reçoivent, n'est-ce pas, du peuple, les moyens dont ils ont besoin. Parce qu'il faut le dire, le peuple donne l'argent au gouvernement, au moyen des taxes, des impôts. L'argent que le gouvernement manipule au quotidien ne sort pas de ses propres poches. L'État perçoit cela dans les impôts et les taxes. Et si l'éducation est sa plus grande priorité, mais dites-vous, les enfants ne payent pas. Les enfants prennent les cours à même le sol. À vous entendre parler, vous estimez que l'État ne juge pas assez la crise qui frappe. Je vous ai dit que l'État déteste les enseignants. C'est clair, c'est net.
Ils détestent les élèves. D'accord, ce sont vos termes. Hein. Vous en êtes comptable. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas manque... Bon, j'aimerais élargir le débat aujourd'hui. Comment sortir de cette spirale, Raoul Lemopi? Comment sortir de cette spirale de revendications? Je vais vous dire quelque chose. Nous, les syndicalistes, nous sommes un peu comme Jean-Baptiste, qui prêchait au désert. Vous voyez un peu? Nous sommes un peu comme une sorte de conscience malheureuse de la société. Les syndicalistes ne font pas de revendications sans proposer des solutions. Dans mon allocution du 5 octobre, j'ai clairement fait comprendre à la communauté éducative nationale que la signature du décret 2023-223 du 27 avril 2023 portant transfert, n'est-ce pas, de transfert et modalité de certaines compétences de l'État au conseil régional, n'est-ce pas, dans le domaine de l'enseignement secondaire, était perçu par la communauté éducative comme des avancées notoires. Parce que si vous donner des chiffres clairs, rien que pour la ville de Douala, n'est-ce pas, le besoin en enseignants dans les lycées, je ne parle pas du primaire hein, ou de l'éducation de base, dans les lycées, le besoin dans la ville de Douala s'élève à 4 765 enseignants. Vous comprenez? Alors, ici, ce manque-là, n'est-ce pas, est comblé par le travail des enseignants vacataires, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, parce que plusieurs parmi ces enseignants-là, n'est-ce pas, font un travail merveilleux et sont très mal payés. Avec donc le transfert de ces compétences-là, notamment le recrutement et la formation du personnel d'appoint, on a espéré que le conseil régional devrait faire son travail. C'est-à-dire que, parce qu'il y a déjà la matière sur le terrain, les vacataires, le conseil régional pouvait lancer un avis de recrutement. Il recrute ces vacataires-là, qui ont l'expérience du terrain, n'est-ce pas? On les recycle et ils deviennent comme des fonctionnaires locaux. Vous voyez? Pour suppléer au manque d'enseignants dans les lycées. Mais voici 6 mois, non? Le président du conseil régional, là, il nous écoute, non? Je lui ai remis un spécimen de mon allocution. Il nous écoute. Moi, je lui ai demandé que, monsieur le président du conseil régional, voici 6 mois que l'État t'a demandé de faire ceci. Montre-nous un seul enseignant dans la région du littoral que tu as recruté, tu as formé et tu as mis en service pour l'année scolaire 2023-2024 qui a commencé. Même pas un seul. N'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un, j'ai un esprit très ouvert. C'est-à-dire, je sais un peu de fois ce qui se passe un peu partout. Dans la région de l'extrême nord, pour cette année scolaire, le conseil régional est en train de construire 84 salles de classe. C'est bien la région de l'extrême nord. On peut se demander si la région de l'extrême nord a les mêmes moyens que la région du littoral, capitale économique. Ça veut dire qu'il y a une conspiration contre l'école. Et si vous regardez bien pour le compte de la région du littoral. Et si on prenait un peu de recul et on se disait que c'est un problème de développement des communes, des collectivités territoriales décentralisées. Les communautés territoriales décentralisées gèrent l'éducation primaire et maternelle. Les textes sont clairs. Quand je vous parle d'un problème de conspiration contre l'école classique, n'est-ce pas? Parce que plusieurs pontes du régime en service dans la ville de Douala ont les collèges partout disséminés. Ouais. Ils savent très bien que en finançant les lycées d'une manière ou d'une autre, elles travaillent à scier les bancs sur lesquels elles sont assises. Puisque la décrépitude des lycées, n'est-ce pas, c'est leurs intérêts. Vous voulez qu'on parle de quoi? C'est ça le vrai problème. Précisément dans la ville de Douala. Je ne veux pas les citer, on se connaît tous. Les colonels qui ont les établissements, les organes de l'administration sont là partout. On voit. Mais comme ils ont choisi de tuer et d'enterrer le secteur public, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on a dit, on va respecter la loi et on va mettre en application, et c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit mettre en application les hautes instructions du président de la République. Il a dit, urgemment, le président dit que urgemment, ses amis disent que fin 2025, urgemment,
C'est comme un patient qu'on amène à l'hôpital, n'est-ce pas? Le gars, peut-être qu'il est victime d'un accident de la circulation ou d'un AVC. Est-ce qu'on doit prendre, par exemple, l'esparadrap, on colle sur la tête, en disant que bon, on attend tes médicaments? Voilà une situation d'urgence. Parce que si on ne fait rien, le patient décède. Vous voyez? Comment on pose un problème? On amorce les solutions en 2022. Pour un problème urgent, on doit l'avoir en fin décembre 2025. C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Il y a un problème énorme. Oui, madame, c'est ça. C'est la vérité que je voulais vous dire. Raoul Lemopi, ce sont vos termes, je tiens ce sont vos positions, ce sont vos sorties, vous en êtes comptable, je tenais encore à le redire. Alors, oui. J'aimerais bien vous poser la question, Raoul Lemopi, est-ce que les enseignants, au regard de ce qui se passe, ne devraient pas repenser leur stratégie? Lesquelles, par exemple? Puisque la grève est, n'est-ce pas, le dernier palier, n'est-ce pas, des mouvements de revendication. Une certaine opinion estime que vous êtes un tout petit peu trop demandant. Est-ce que vous, en essayant d'assouplir un tout petit peu, vous pensez que les choses ne vont pas être faites à la hauteur de ce que vous souhaitez en essayant de... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je veux répondre à votre question simplement. Allez-y. N'est-ce pas? Allez-y, Quelqu'un travaille ne le paye pas. Vous dites qu'il doit dire quoi à son patron? Vous-même, là où vous êtes assis là, si vous travaillez, on ne vous paye pas. À un certain moment donné, on va lire même dans votre manière de présenter le programme. N'est-ce pas? L'image de quelqu'un qui n'est pas content. On se comprend un peu? On se comprend. Alors, maintenant, quand on voit, n'est-ce pas, toute la détermination, la motivation, l'amour que vous avez pour votre profession, on peut dire que le patron de Dash traite bien ses employés. C'est de ça qu'il est question aussi. Quand notre patron, notre employeur, nous traite humainement. Vous pensez par exemple que quand les parents envoient leurs enfants chez des travailleurs qui sont mécontents, vous voyez, quel type de formation les travailleurs peuvent donner à ces enfants? Il s'agit maintenant de ce qu'on appelle l'insécurité pédagogique. Vous voyez? Parce que même ces enfants sont en insécurité. L'école, quand elle est mal faite, détruit en profondeur l'enfant. Vous allez voir, même dans la vie de l'homme, vous savez quand même que il vous est sûrement arrivé bien à un proche de mettre l'enfant dans une école X et après peut-être 2 ans, vous vous rendez compte que le comportement de l'enfant change à la maison et négativement. D'accord? Et vous prenez sur vous de lui changer d'établissement l'année suivante. Et au fur et à mesure que l'enfant évolue, vous voyez à peu près les valeurs, les référentiels qui ont porté son éducation par vous revenir. Donc, l'école, l'éducation, c'est un peu le squelette même de la personnalité de l'enfant. Et maintenant, quand on nous demande, bon, de tout ce que vous êtes en train de voir là, est-ce qu'il n'y a pas de choses que vous pouvez laisser? Je crois quand même que le tri a été très bien fait. Vous voyez, nous tous, nous vivons et nous subissons l'inflation. D'accord? C'est vrai. Tout à fait. Nous subissons l'inflation pas de la même manière. Parce que, j'ai pris un exemple. Je vais dire ça entre jaloux, je répète toujours. Sans être jaloux, n'est-ce pas, des fonctionnaires de la police. Parce que je l'ai dit dans mon discours, n'est-ce pas, que ils n'ont pas les salaires même de leurs homologues des autres pays qui ont le même niveau de développement que le Cameroun, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'eux aussi sont pauvres comme nous. Mais au moins dans la pauvreté, n'est-ce pas? Quand dans une maison, il n'y a pas à manger, qu'on donne un peu à tous les enfants de la maison. Pas qu'on donne tout aux enfants de la première femme. Aux enfants de la deuxième femme, on donne presque... Vous estimez que l'armée est mieux payée que vous, les enseignants? J'ai donné des cris d'appréciation. J'ai dit par exemple que pour un fonctionnaire de la police, qui a l'indice 945, il perçoit un salaire de base de 417 000 francs. Vous voyez? Un enseignant qui a l'indice 1140, c'est-à-dire à la fin de sa formation, donc c'est son plafond, il a un salaire de base de 288 000. Vous ne voyez pas la différence? Hein? La différence est énorme. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons simplement que la moindre des choses, dans une maison où il n'y a pas la nourriture, quand il y a un peu, qu'on donne un peu à tout le monde. Donc au moins, à indice égal, salaire égal. Qu'est-ce qui est juste dedans? Qu'on essaie un peu de mettre la balance au même niveau. Oui, parce que les gens, nous parlons du salaire de base. Nous ne parlons pas du net à percevoir. Parce qu'il y a bien le salaire de base d'abord, qui se calcule sur la base de l'indice. Maintenant, il y a le net à percevoir. Oui, maintenant, dans le net à percevoir, si vous prenez le cas, par exemple, chez les policiers, laissez-moi tout parler un peu d'eux. Hein? Vous allez voir, prime de port d'armes, prime de tenue, prime de sifflet, prime de rangers, prime de ceci. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui a l'indice, par exemple, 945, vous allez le retrouver à titre personnel, ça va peut-être de 580 000 ou 600 000. Chez l'enseignant,
qu'elle a fini. Donc il est au sommet de sa gradation indiciaire. Alors, le gars a 288 000 salaires de base, n'est-ce pas? Il a les primes de recherche et d'évaluation. C'est ça, non? Voilà, il a les primes de correction. Quand on lève tout cela, à peine, ça fait 350 000 francs. Ça veut dire que même les chefs d'établissement, vous voyez, les proviseurs, les directeurs de CSC, tout ça, n'est-ce pas? Même quand ils vont à la retraite, le salaire cumulé, c'est-à-dire avec les avancements, avec les primes, tout cela, aucun chef d'établissement au Cameroun n'a un salaire égal à 400 000. Est-ce que ce n'est pas injuste? Avec tout le travail que nous faisons. On a compris Raoul Lemopi, mais on aimerait vous dire que comparaison n'est pas raison. Alors, comparaison est raison sur la base indiciaire. Maintenant, sur le net apercevoir, c'est là le problème. Quand on leur donne n'importe quelle prime, ça ne nous engage pas. Raoul Lemopi, pour revenir au mouvement OTS, s'il vous plaît, le gouverneur de l'Adamawa aurait fait muter 27 enseignants loin de Ngaoundéré. Une certaine opinion estime que c'est un moyen d'étouffer ce mouvement de ce côté-là. Êtes-vous de cet avis? Non, le gouverneur de la région d'Adamawa, c'est un comédien. Parce que rien ne justifie. Vous ne pouvez pas le dire, c'est une autorité locale, Raoul. Je vais vous dire quelque chose. Je vous dis que c'est un comédien. Je vais vous dire pourquoi c'est un comédien. Un peu tenu. Prenez n'importe quel dictionnaire, vous cherchez la définition de la comédie. Vous voyez un peu. Vous allez vraiment comprendre ce qu'on a affaire à la comédie. Bon, vous savez que quand on parle des négociations, parce que ces mutations se font au moment où il y a les négociations sont ouvertes, n'est-ce pas, entre les syndicalistes, c'est-à-dire les grévistes, et l'État du Cameroun. On sait que dans tous les cours de droit qu'on leur a enseigné à l'ENAM, même jusqu'au droit du travail, comprenez bien, on leur a dit que lorsque les négociations sont amorcées, n'est-ce pas, les grévistes ne peuvent pas arrêter la grève parce que ce n'est pas l'administration qui a lancé le mot de grève. C'est compris? Ça veut dire qu'au moment où l'État dit que nous sommes en train de négocier, l'un des membres de l'État, c'est-à-dire que l'une des personnes, n'est-ce pas, faisant partie du camp d'en face, décide de muter nuitamment des enseignants affectés par la ministre des enseignements secondaires. Vous ne voyez pas que là, c'est même de la provocation. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de négocier, vous êtes derrière avec le marteau en train de frapper. Et je veux vous dire, je ne suis pas sûr qu'il ait une très bonne connaissance de ce milieu. Je vais vous dire, avant que moi je devienne à Douala, j'ai travaillé au lycée de Tokombéré. J'ai travaillé pendant 4 ans. Je connais les réalités de la partie septentrionale du Cameroun. Vous voyez un peu. Je vois. Le Cameroun est en train de faire quelque chose de très grave. Le Grand Nord camerounais, du point de vue administratif, est perçu dans l'imagerie collective comme le garage des fonctionnaires délinquants. C'est-à-dire que si vous prenez le cas à Douala, dès qu'on dit qu'on va vous affecter parce que vous avez posé un acte qui est contraire, n'est-ce pas, à ce que veut l'administration, on vous envoie seulement dans le Grand Nord. Moi, j'ai dit, lors d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, à Tokombéré, qu'il doit être devant, pour interdire que le Grand Nord devient le refuge des fonctionnaires délinquants. Regardez un peu, pour jeter pour cette question, parce qu'on comprend bien. Je vous relance sur cette question. Non, permettez que je vous relance sur cette question. Oui. Cette mutation fait peut-être beaucoup polémique parce que le contexte actuel avec le contexte actuel avec ces mouvements est assez complexe. Peut-être hors contexte, les mutations n'allaient pas faire polémique. Très bien, c'est pour ça qu'on est comédien. Ça veut dire que non, si on sort de ce contexte, n'est-ce pas, oui, la mutation devient normale. Mais en pleine crise, les 28 collègues qui sont mutés, n'est-ce pas, sont les grévistes. Et vous avez vu ce qui s'est passé au lycée Bilen de Ngaoundéré. C'est-à-dire que dans ce lycée, on n'a muté que 3 personnes. Mais tous les enseignants ont arrêté les cours. Ils ont dit, vous allez nous affecter tous. Mais il n'y a plus cours. Les enfants sont sortis. Ils ont commencé les marches dans les artères de la ville. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit dans l'une de mes prises de parole ici, on doit éviter de familiariser les enseignants avec la grève. Parce que je connais jusqu'où cette grève peut arriver. Et moi, je vous dis la vérité, n'est-ce pas? La démarche du gouverneur de la région d'Adamawa est une mauvaise démarche. La preuve, pourquoi est-ce qu'il est le seul à avoir fait cela? Le Cameroun a dit, gouverneur, si on exclut le gouverneur d'Adamawa avec notre gouverneur là qui est à l'ouest, quand nous montrons notre gouverneur qui a, n'est-ce pas, emprunté cette démarche, justement parce que la grève est d'abord institutionnelle.
C'est-à-dire que celui qui grève n'est pas un hors-la-loi. On se comprend? Et quand on prend la région du Grand Nord, même l'autorité administrative qui est là-bas sait que les Ivoiriens disent souvent que Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Quand tu es là-bas, on va t'affecter au Tchad, ou bien en Centrafrique, ou bien au Nigeria, parce que tu es déjà couché au sol. Et là maintenant, quand on veut, n'est-ce pas, te pousser à bout, tu es prêt, n'est-ce pas, à sortir de toi-même. Là maintenant, c'est la lutte pour la survie qui commence, la préservation de soi. Et vous voyez, il y a certains proviseurs qui ont sorti des lettres pour expulser les enfants qui ont été mutés. Que dès tel jour, on ne doit plus vous voir dans ce lycée. Le lycée n'appartient pas au proviseur. Le lycée est une institution de l'État. On se comprend un peu? Donc, le proviseur... Et le proviseur est le gendarme. Le proviseur n'est pas le gendarme. Le proviseur est la hiérarchie qui a l'autorité sur le lycée. Mais la lettre... Le gendarme. La lettre... Autorité sur le lycée, lettre, gendarme. Nous avons fait le droit, madame. N'est-ce pas? Je vous écoute, Raoul. La lettre, lorsque le gouverneur qui a surpassé la compréhension de l'environnement du moment décide d'affecter les enseignants, n'est-ce pas? C'est lui qui doit prendre toutes les mesures de droit pour que ces enseignants rejoignent. Ce n'est pas le proviseur qui veut se faire voir. Parce que celui-là, c'est un zélé. Il veut se faire voir devant qui? Il a peur de son poste. Quand demain, on va, par exemple, payer les rappels, signer le décret d'application des statuts particuliers, ils seront les payés à se bousculer là-bas devant les banques. Nous-mêmes, comme ça, qui avons lutté pour qu'on rétablisse ces choses. Mais personne ne va nous regarder pour dire que non, voilà les gens qui s'étaient battus pour ça. On va nous reléguer le nom au fond de la file qui a lieu pour percevoir les salaires. Vous voyez? Donc, c'est des zélés. Et moi, j'ai constaté que partout au Cameroun, n'est-ce pas, les chefs d'établissement les plus zélés sont d'abord les nullards. C'est des gens qui sont là-bas. Non, je vais vous dire la vérité. C'est des gens qui sont là-bas, n'est-ce pas? Non, non pas par mérite, n'est-ce pas? Mais du fait, n'est-ce pas, des connivences de toutes sortes. Parfois, c'est les connivences clano-ethniques, parfois, c'est les connivences sectaires, parfois, c'est les lobbies noirs, tout cela. Parce qu'un proviseur normalement constitué, ne peut pas combattre ses propres collègues qui luttent pour l'amélioration des conditions collectives de vie. Ou bien alors on admet que bon, il le fait par pure hypocrisie administrative. C'est-à-dire que sachant exactement que bon, il est là, on peut lui taper sur les doigts et dire que bon, voilà, pourquoi quand les gars ont commencé, tu n'as rien dit, bon, c'est l'hypocrisie administrative, mais je crois aussi que même l'hypocrisie administrative a ses limites. Pour revenir à la gestion de ces crises, Raoul Lemopi, est-ce qu'on peut conclure sur un échec des politiques publiques jusqu'ici mises en place pour résoudre ce problème? Il s'agit plutôt ici là, de la preuve par 10 de l'incapacité du gouvernement à gérer les méga-crises. Parce qu'un problème ne peut pas être posé sur votre table depuis plus de 10 ans et on n'arrive pas à trouver une solution définitive au problème. Je vais vous dire, le ministre Ngale, quand il arrive aux enseignements secondaires en 2016, voyez, c'est le ministre Ngale qui a commencé avec le projet d'automatisation des avancements. Mais vous avez même constaté qu'il n'a pas mis assez de temps. On l'a envoyé au transport. Vous voyez, ce projet a été, le projet qu'il avait bien commencé a été bloqué. C'est donc cette saturation, vous voyez, qui met les enseignants dans tous leurs états. Parce que aussi les enseignants ne sont pas neutres de tout le prochain dans ce qui se passe là. Effectivement. Parce qu'ils sont nombreux qui écument inutilement certaines fonctions là-bas au ministère des enseignements secondaires et qui ont développé une économie de la rente, une industrie de la corruption. Quand les dossiers arrivent à leur niveau, ils ne traitent pas pour faire avancer. Parce qu'ils comptent sur les 10%, les 20%, les 30%. Bon, maintenant la mise en enseignement secondaire, là, le professeur Nalo Valdionga, elle connaît la vérité. Pourquoi ne pas balayer tous ces gens-là et les remettre dans les lycées? Mais il faut les balayer. Il faut les balayer. Moi, je crois que c'est très simple ça, parce que regardez un peu la quantité de dossiers que ces gens n'ont pas traités pendant 5 ans, pendant 6 ans. Or, tous les matins, ils partent de la maison, ils disent qu'ils partent au travail. Ils partent au travail quoi? Avec tous ces papiers-là, tous ces dossiers, tous ces problèmes qu'ils ont créés. À la fin, on ne veut pas te percevoir leur salaire, non? Hein? Et tire aussi les rentes de ce qu'on dépose dans les téléphones, 300 000, 500 000, n'est-ce pas? Quand ils regardent leurs enfants, ils disent qu'ils partent travailler quoi? Donc, disons la vérité, ils travaillent quoi? Ils font partie de ceux qui mettent le gouvernement dans les problèmes-ci.
Et la justice devait commencer, pas par la décision ouverte de les chasser d'abord. Parce qu'ils sont les anciens à la base, non? On les retire du ministère, on les renvoie dans les salles de classe. Qui partent aussi là-bas, lis-leur. Parce qu'il est difficile. Regardez, nous sommes les anciens de terrain. Moi, j'enseigne depuis 19 ans. Moi j'enseigne. Ça ne me pose pas de problème. N'est-ce pas? Vous pensez que je dois donner le meilleur de moi-même. Et j'étais major de ma promotion. Si elle revendique d'abord, c'est parce que je connais ce que je vaux. Vous comprenez bien? Vous croyez que je veux me mettre dans la salle de classe? J'enseigne tous les jours. Je forme les Camerounais. J'ai mes élèves qui sont proviseurs. Hein? Mais, et puis, je me lève à la fin de la semaine, je dis que m'envoie de suivre vos dossiers. On m'appelle qu'il faut telle chose. J'envoie, me dit que viens de telle chose. Mais vous croyez que ceux qui sont au ministère là, qu'on a sévré des salles de classe, leur travail au ministère, c'est s'asseoir et puis venir demander qu'on va payer les codes par. Mais c'est quelque chose de tellement grave. Parce que nous, on a accepté de rester sur le terrain pour enseigner. Nous, on a refusé de nous exiler. Nous avons les moyens de quitter au Cameroun. Mais nous, il faut qu'on se passe sur une vision de l'éducation au Cameroun. Hein? Et on ne peut pas être là, on enseigne tous les jours, on enseigne, et puis après on dit qu'on part, on ne peut suivre les dossiers. C'est quoi ça donc? Ça veut dire que ceux qu'on a détachés, sortis de salles de classe, pour les mettre au ministère, à l'effet de leur permettre, n'est-ce pas, de travailler sur le dossier, ils ne foutent la barrière. Raoul Lomopi, au lendemain de cette grève que vous amorcez demain, 9 octobre 2023, qu'attendez-vous après cette grève de pratiquement une semaine? Ce qui est sûr, c'est que la grève continue. Parce qu'elle a commencé depuis le 4 septembre, effectivement, avec le mouvement TS. L'intersyndical est venu simplement donner un coup de grâce. N'est-ce pas? Aux lenteurs et à la rhétorique de l'État du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on fait grève qu'on ferme les portes aux négociations. Je pense que le communiqué de l'intersyndical est clair. Que la communauté éducative doit rester attentive à la suite des événements. Il a annoncé pour demain à Yaoundé, si cela est maintenu, une rencontre avec le Premier ministre. Vous voyez que c'est un peu le ministre du Travail. Le Premier ministre est maintenant. Une rencontre avec le Premier ministre. Peut-être au soir de cette rencontre, on peut avoir des grandes annonces et des actes concrets. Et là, on va lever le mot d'ordre de grève. Parce que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Il y en a qui disent que lever un mot d'ordre de grève, c'est un acte de faiblesse. Non. La grève était simplement un outil de contrainte. D'accord? Si un pas est fait du côté du gouvernement, c'est de bon droit qu'on lève le mot d'ordre de grève. Parce que même dans l'histoire des revendications, il n'y a jamais eu une grève qui a duré ad vitam aeternam. La grève, elle est lancée dès que les conditions de négociation, ou les conditions, par exemple, de résolution du problème qui a conduit à la grève, les conditions de résolution sont remplies, on lève la grève. Donc nous espérons donc que cette rencontre avec le Premier ministre, comme vous l'avez dit à Yaoundé, demain portera ses fruits. Merci Raoul Lomopi d'avoir accepté notre invitation. Hors caméra, vous nous avez dit que votre programme était assez complexe pour avoir votre présence ici. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être des nôtres ce midi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'espère, merci de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien.